Bien, alors j'ai le plaisir d'accueillir le premier intervenant, professeur Yves Delaporte, docteur en économie et en théologie, dont l'intervention a pour thème Eichmann, vu par Arendt, un nouveau Pilate. Merci infiniment de passer la parole sur ce sujet passionnant. Une toute petite rectification d'abord. Mon sujet n'est pas, Eichmann vu par Arendt, un nouveau Pilate, mais bien, et je pense que c'est une erreur de transcription, et bien Hannah Arendt, un nouveau Pilate, point d'interrogation. Mais ma question ne se résume pas à la relation Arendt-Eichmann, comme vous allez le voir, comme vous le verrez dans le petit graphe que je vous ai transmis. Mais c'est assez important, et puis on va voir dans le détail un peu comment ça se passe, comment les chaînes de condamnation se présentent. Donc le contexte dans lequel je me placerai dans cette communication est strictement circonscrit par ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Eichmann, et les réactions que n'ont pas manqué de susciter les commentaires critiques de Hannah Arendt à ce sujet. Les faits n'ont pas besoin d'être rappelés de façon trop longue, tout le monde les connaît plus ou moins. En mai 60, les agents secrets du Mossad enlèvent Adolf Eichmann à Buenos Aires. En avril 61, les audiences du procès contre Eichmann s'ouvrent à Jérusalem. Hannah Arendt est alors envoyée par le journal The New Yorker afin de couvrir le procès. Et là, scandale, elle refuse de décrire Eichmann comme un monstre, mais évoque plutôt un homme absolument ordinaire, médiocre, normal jusqu'à l'extrême, et parle de la banalité du mal. Sa thèse, Hannah Arendt la développera tout particulièrement dans Eichmann à Jérusalem, sous-titré précisément « Essai sur la banalité du mal ». Cette position à rebours de l'opinion courante crée, comme on peut s'en douter, un véritable tollé dans les milieux sionistes et dans une grande partie de l'opinion. Rappelons pour être suffisamment clair que Eichmann avait été durant la période nazie le responsable de la question juive, qu'il était chargé sous les ordres du Führer des affaires juives et des évacuations, et qu'il était secrétaire de la conférence de Wannsee en 1942, qui décide de mettre en œuvre la solution finale. C'est donc un haut dignitaire nazi, incontestablement impliqué au premier degré dans le programme d'extermination des Juifs. Mon intention n'est pas de rouvrir une fois encore le dossier de la banalité du mal, mais de préciser le rapport justice-éthique chez Hannah Arendt, en m'aidant d'un cas pas si étranger, bien que ça puisse étonner, l'affaire Ponce-Pilate. À cet effet, nous établirons premièrement, dans une perspective sémiologique, deux chaînes de condamnation qui apparaissent sur vos carrés sémiotiques, centrées respectivement sur Hannah Arendt et sur Ponce Pilate. La mise en parallèle de ces deux chaînes de condamnation nous permettra de faire ressortir, premièrement, trois modalités de condamnation, et enfin, c'est le croisement de ces deux chaînes de condamnation, de ces trois modalités de condamnation, qui nous permettra d'éclairer le rapport justice-éthique chez Hannah Arendt. La première étape consiste donc à établir les deux chaînes de condamnation. La première chaîne concerne Hannah Arendt. L'opinion condamne Arendt, c'est la partie gauche du tableau, vous l'avez bien vu. L'opinion condamne Arendt, qui condamne Eichmann, qui condamne les Juifs. Alors reprenons.
Premier point, l'opinion condamne Arendt. L'opinion, c'est l'opinion générale dans l'atmosphère de l'après-guerre, et particulièrement l'opinion sioniste, évidemment, hystérisée par l'Anti-Defamation League. Les reproches sont principalement focalisés, d'une part, sur la présentation par Arendt d'un Eichmann loin de l'image du pervers sanguinaire, lui, ce bureaucrate qui ne supporte pas la vue d'une goutte de sang, et d'autre part, sur la mise en lumière critique de la collaboration des Judenräte, ces conseils juifs qui ont joué le rôle d'interlocuteurs de la communauté juive avec les nazis, avec cet argument troublant: la présence de ces institutions juives a plutôt favorisé que freiné la déportation, les cas atypiques étant ceux de la Belgique et du Danemark, où, faute de conseils prêts à collaborer, la déportation n'a pas été massive. Deuxième point, Arendt condamne Eichmann. Dans son propre verdict, elle réclame la mort par pendaison. Et, dit-elle dans Eichmann à Jérusalem, parce que vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif, vous devez être pendu. Pour autant, la condamnation d'Eichmann par Arendt souffre d'ambiguïté. Petit a, la culpabilité de Eichmann ne dédouane nullement les différentes formes de collaboration ou de coopération, la plus choquante étant celle des conseils juifs. Petit b, le procès est-il équitable? Il se tient à Jérusalem, lieu naturellement absolument hostile à l'accusé, et non en terrain neutre. Sa défense est-elle donc assurée avec équité? Petit c, Eichmann est-il un monstre de cruauté? Non, dit Arendt. Il ne s'agit que d'un homme étrangement commun, un zélé serviteur de la loi. Lui, personnellement, écrit Arendt dans Eichmann à Jérusalem, n'avait jamais rien eu contre les Juifs. Il était seulement absolument incapable de distinguer le bien du mal. Petit d, est-ce par conséquent l'homme Eichmann ou l'être collectif que forme l'État nazi qui est jugé à Jérusalem? Eichmann ne fait-il donc pas l'objet d'une instrumentalisation d'État, celle du tout jeune État d'Israël? On se rappelle qu'on est en 1961, qui entend condamner d'État à État. Il faut rappeler aussi que les faits dont on parle sont antérieurs à la création de l'État d'Israël, qui pourtant va être juge. Troisième point, Eichmann condamne les Juifs. Je suis la chaîne de condamnation. Hein, ce chaînon est important. Eichmann condamne les Juifs, il est important, en même temps, il ne paraît pas nécessaire de développer ce point ici. Eichmann est, comme on l'a vu, l'un des grands maîtres de la solution finale, et très significatif de sa personnalité. Lorsqu'à la fin de la guerre, Himmler lui ordonne d'abandonner le projet de la solution finale, il refuse d'obéir, afin de respecter la volonté suprême du Führer. Nous voyons donc que l'opinion condamne Arendt, qu'Arendt condamne Eichmann, et qu'Eichmann condamne les Juifs. Il existe par conséquent un solide enchaînement de condamnations. Je propose d'établir un second enchaînement de condamnations qui est moins connu. C'est le cas Pilate, rapporté par les 4 évangélistes canoniques, d'une part les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, d'autre part Jean, dont le texte est plus logiquement dénommé 4e évangile, petite excursion.
car il n'est, selon toute vraisemblance, pas écrit par un certain Jean, mais écrit suivant le principe de la pseudépigraphie, à la mode, à la façon de Jean, qui pourrait être par exemple Jean le Baptiste, puisque celui-ci est présenté dès le prologue comme le modèle du témoin, et c'est ce modèle qui va dominer le texte tout entier. Bon. Donc, premier point, l'opinion condamne Pilate. L'opinion chrétienne, bien entendu, puisque c'est lui, Ponce Pilate, procurateur de Judée, gouverneur, qui met à mort Jésus, le Dieu des chrétiens. Et le geste qui marquera l'imagerie collective, c'est le suivant. Il est très mal interprété. Pilate, ayant décidé la mise à mort de Jésus, s'en lave les mains. C'est donc l'indifférence du bourreau qui choque les esprits. En fait, le sens des textes est détourné. Matthieu 27 ne dit nullement, en effet, que Pilate se désintéresse de la personne de Jésus. Ce que rapporte Matthieu 27, 22, 24, c'est que la foule des Juifs crie qu'il soit crucifié. Alors Pilate reprend, quel mal a-t-il donc fait ? Mais eux criaient de plus en plus fort qu'il soit juste crucifié. Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire ». C'est donc bien avec l'opinion chrétienne, l'opinion juive historique, la foule, la doxa, qui crie son hostilité et condamne symboliquement Pilate en le contraignant à condamner Jésus. Donc deuxième point, Pilate condamne Jésus de Nazareth. Il s'agit d'une condamnation à mort par étouffement sur la croix. Pour autant, comme nous venons de l'entrevoir, la condamnation de Jésus de Nazareth par Pilate, procurateur de Judée, souffre d'ambiguïté. Ainsi, aucune des autorités romaines ne formule de grief contre Jésus. Les 4 évangélistes convergent pleinement. Pilate ne retient aucun grief contre Jésus. En Matthieu 27, 19, il y a une scène étrange, mais qui illustre l'ambiguïté. Je cite. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, donc Pilate, afin de procéder au jugement, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai été tourmenté en rêve à cause de lui. » La scène rapportée par Luc 23, 4 est la suivante, plus large. Pilate dit au grand prêtre et aux foules « Je ne trouve rien qui mérite condamnation en cet homme. » Or Pilate trouve un moyen d'éviter le jugement, découvrant qu'étant galiléen, Jésus relève de l'autorité d'Hérode, il lui envoie pour le juger. Toutefois, Hérode lui renvoie de nouveau, et Pilate dit, en 23-14, « Moi qui ai procédé devant vous à l'interrogatoire, je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, il n'y a rien qui mérite la mort dans ce qu'il a fait. » Le 4e évangile va plus loin encore, puisque si Pilate condamne bien Jésus à mort, c'est avec réticence et crainte, suivant Jean 19,8, et en exigeant que soit apposé sur la croix un écriteau sur lequel il fait écrire, malgré l'opposition, il écrit des dirigeants juifs, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs, Jésus, condamné par Pilate comme avec regret, ne le condamne pas en retour. Celui qui m'a livré à toi, c'est-à-dire Judas, dit Jésus à Pilate, porte un plus grand péché. 3e niveau de condamnation, enfin, Jésus condamne les Juifs. Le 4e évangile est sur ce point particulièrement éloquent.
puisque la catégorie des Juifs, qui ne doit en aucun cas être entendue comme une catégorie ethnique, mais comme l'ensemble des dirigeants juifs, des pharisiens, des grands prêtres, en quelque sorte l'élite politico-religieuse du peuple juif, est caractérisée sur la base d'une matrice exactement inversée de la matrice du disciple. Les Juifs, au sens johannique, c'est donc l'antidisciple, et c'est en ce sens que Jésus les condamne, non certes pour les mettre à mort, mais en insistant sur leur culpabilité, à défaut de foi, leur dit-il, vous n'aurez pas accès à la vie éternelle. Ainsi avons-nous décrit, en parallèle de la chaîne de condamnation, l'opinion Arendt, Eichmann des Juifs, que vous voyez à gauche du carré schématique, une seconde solide chaîne de condamnation, l'opinion Pilate, Jésus, les Juifs. Or, deuxième partie, la mise en parallèle de ces deux chaînes de condamnation permet de mettre en lumière trois modalités de condamnation. C'est assez visible sur le graphe que vous avez sous les yeux. Commençons par la première modalité de condamnation, la condamnation a priori. Celle-ci caractérise la condamnation par l'opinion à la fois de Hannah Arendt et de Ponce Pilate. Je dis qu'il s'agit là d'une condamnation a priori, au sens peu critique, mal informée, sinon instinctive, de cette modalité de condamnation. Que Pilate soit considéré comme celui qui s'en lave les mains, autrement dit, qui se moque du sort du condamné, ce qui, comme on l'a vu, ne correspond nullement au récit des évangélistes, n'est pas de nature différente de la condamnation immédiate et peu raisonnée de Arendt par l'opinion, voire les opinions, on l'a vu, de culture chrétienne ou juive. Ou plus large que ça d'ailleurs. Ce qui motive la condamnation d'Hannah Arendt, ce sont à la fois la mise en cause des conseils juifs, comme ayant collaboré à l'œuvre de destruction du nazisme, qui est considérée comme une insulte à l'égard du peuple juif, et la mise en doute de la légitimité du procès. Procès inéquitable qui priverait l'inculpé du droit à sa propre défense. Mais il y a plus grave, vous le savez, c'est d'avoir voulu substituer à l'image de Eichmann comme un monstre cruel, assoiffé de sang, celle d'un bureaucrate totalement dénué de jugement et chez qui l'éthique personnelle a entièrement laissé la place à l'obéissance à la loi. C'est donc la question du rapport justice-éthique qui est au fond en cause dans la condamnation a priori. Alors que l'opinion condamne Pilate pour sa suffisance supposée, son indifférence à l'égard de la loi, puisqu'en effet le procurateur fait tout pour ne pas avoir à juger, l'opinion condamne Arendt pour sa volonté d'écouter l'inculpé, d'entendre avec équité sa parole, sans un mot pour sa monstruosité. Dans un cas, ce qui choque l'opinion, c'est l'indifférence supposée, nous l'avons dit, de Pilate à l'égard d'un procès équitable. Dans le second, le cas de Hannah Arendt, ce qui fait scandale, c'est son attachement, en somme par opposition, le refus de toute indifférence à l'égard du droit légitime de l'accusé à bénéficier d'un procès équitable. À l'exact opposé de la condamnation a priori se tient la condamnation assumée, pleinement assumée. C'est la condamnation des Juifs par Jésus de Nazareth et par Adolf Eichmann. Comme on peut s'en douter, les plans sur lesquels s'exerce la condamnation ne sont pas identiques dans l'un et l'autre cas. Pour Eichmann,
Bon, j'espère qu'il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je ne voudrais pas épiloguer. On se situe à un niveau très symbolique dans la notion de condamnation. La condamnation de Eichmann, des Juifs par Eichmann ou par Jésus, n'a pas de, on pourrait dire, pas de commune mesure, mais si, sur le plan symbolique, oui. Comme on peut s'en douter, les plans sur lesquels s'exerce la condamnation ne sont pas identiques dans l'un et l'autre cas. Pour Eichmann, il s'agit de détruire physiquement et aussi méthodiquement possible la race juive. La notion de pardon n'existe pas. À l'inverse, Hannah Arendt écrira un très beau texte sur le pardon dans Conditions de l'homme moderne, pardon qu'elle fait précisément remonter à Jésus de Nazareth, témoignant d'une anthropologie résolument optimiste. Elle écrit « C'est parce qu'ils sont toujours prêts à changer d'avis et à prendre un nouveau départ que l'on peut leur confier ce grand pouvoir qu'est le leur de commencer du neuf, d'innover. Cette ouverture au pardon, c'est celle dont témoigne Jésus, qui jusqu'au dernier moment exhorte les Juifs à croire, à se convertir, à prendre un nouveau départ. Ce qui fait l'objet d'une condamnation irrémédiable, c'est la catégorie des Juifs qui, en tant que personnage fonction, est décrit sur le modèle paradigmatique de l'antidisciple, refuse toute foi en Jésus jusqu'à la trahison de Judas et la demande de mise à mort par les dirigeants de la communauté. La condamnation n'est donc plus une condamnation physique, comme dans le cas d'Eichmann, mais au contraire une condamnation morale, quand même différent, qui place le regard éthique au-dessus de toute loi. Nous sommes donc confrontés d'un côté à une condamnation a priori, première partie du graphique, de Arendt et de Pilate par l'opinion, soit parce qu'elle refuse la mise en doute de la légitimité du jugement par Arendt, soit parce qu'elle considère le juge Pilate comme totalement indifférent au jugement, ce que ne disent nullement les textes, nous l'avons observé. Avec la condamnation a priori, il n'y a plus d'apparence de justice que d'éthique. Il n'a pas été clair, il y a plus d'apparence de justice que d'éthique. La condamnation vise l'indifférence supposée de Pilate d'un côté, le rejet de toute indifférence aux conditions du procès avec Arendt de l'autre. C'est bien d'un positionnement par rapport à la justice qu'il s'agit. En revanche, la condition assumée, radicale des Juifs, rapproche le cas Eichmann, et ici il est bien question d'élimination physique, sans pardon possible, et le cas Jésus, mais là, il n'est nullement question de condamnation physique, mais d'une exhortation morale, ontologique, devrions-nous dire, avec possibilité de pardon. Avec Eichmann, la loi s'impose au-delà de toute éthique. Avec Jésus, l'éthique s'impose au-delà de toute loi. D'où la distinction que vous avez dans le tableau synthétique avec les flèches qui partent de la loi vers Eichmann et de l'éthique vers Jésus. Il reste une troisième catégorie de condamnation que nous dirons condamnation mal assumée, et c'est là que se concentre l'essentiel de l'intérêt de notre modèle sémiotique, qui met en lumière et articule même dans son ensemble le cas Arendt autour du rapport justice-éthique. Approfondissons ceci en considérant successivement 3 points de vue. Premier point, tout d'abord, la justesse éthique du jugement de droit dans l'affaire Pilate. Si la condamnation est mal assumée, c'est que bien que respectant la loi de César, la Pax Romana, Pilate manifeste plus encore une profonde préoccupation éthique. Et s'il se lave les mains de ce procès, c'est dans le sens où il ne l'assume pas en tant qu'individu.
il ne reconnaît pas personnellement la justesse du jugement qu'il prononce pourtant en tant que procurateur, garant de la loi. Ainsi, l'éthique prévaut-elle dans la description du personnage de Pilate, et si la loi domine le jugement du procurateur, c'est en désaccord avec son exigence éthique. Dans l'affaire Arendt, si la condamnation est mal assumée, c'est qu'Hannah Arendt conteste fondamentalement la justesse du jugement de droit, prise en absence d'une véritable considération de l'accusé Eichmann, en absence d'une véritable défense. Le jugement ne transcrit pas de juste motif de condamnation. Second point de vue, la place de la loi dans le jugement. Dans le cas Pilate, nous l'avons observé, la condamnation est mal assumée car la loi occupe toute la place dans le jugement. Et la prise de conscience éthique du juge, Pilate, est refoulée dans des manifestations de désapprobation annexes au jugement, le lavement des mains, la mention de l'expression « Jésus Nazoréen, le roi des Juifs » sur l'écriteau placé sur la croix, et ceci en hébreu, grec et latin. Dans le cas Arendt, ce n'est pas la loi qui occupe tout l'espace du jugement. Si Arendt condamne Eichmann, ce n'est pas au sens où celui-ci n'aurait pas respecté la loi. C'est tout au contraire au sens où, n'ayant respecté que la loi du Reich, il s'est montré entièrement privé de conscience éthique. Tandis que Pilate n'assume pas le jugement qu'il prend en raison du fait que la mise en cause de la loi par Jésus n'est pas suffisante à ses yeux, Arendt n'assume pas le jugement qui est pris contre Eichmann au motif opposé que c'est précisément parce que Eichmann n'a pas su mettre en cause la loi qu'il est coupable. Pour elle, l'éthique aurait dû s'imposer au respect de la loi. Troisième point de vue. Où se situe le mal dans l'action de l'inculpé? Du côté de Pilate, la réponse est simple. S'il ne voit aucun mal dans l'action de l'accusé Jésus de Nazareth, c'est la suprématie de la loi sur l'éthique qui constitue le mal. Et l'on comprend que c'est pour cette raison que son jugement ne peut être bien assumé. En ce qui concerne Arendt, rien n'est simple précisément. Le mal ne se tient pas chez Eichmann au fait qu'il s'agirait d'un monstre sanguinaire. Le mal chez Eichmann se situe en fin de compte à un niveau supérieur. Le mal suprême, c'est d'avoir respecté la loi du Reich sans aucun égard pour la loi éthique. La loi s'est totalement substituée à l'éthique. Et c'est cela qui justifie à ses yeux la condamnation. Le tribunal de Jérusalem a condamné Eichmann pour monstruosité extraordinaire. Arendt le condamne, non pour monstruosité extraordinaire, mais à l'inverse, pour une très ordinaire, très médiocre et très commune capacité à évacuer toute considération éthique. Le mal chez Arendt, c'est la suprématie de la loi sur l'éthique. Enfin, nous touchons à cet instant le motif central du scandale Arendt, l'idée suivant laquelle c'est la banalité du mal qui se trouve au cœur du cas Eichmann. C'est à cette question que nous consacrons notre troisième et dernière partie, tout d'abord en expliquant la notion de banalité du mal chez Hannah Arendt, premier point, puis en retournant le sens des chaînes de condamnation, nous proposerons en deuxième point les contours d'une définition de l'éthique chez Ponce Pilate et chez Hannah Arendt. Premier point, en premier lieu,
que signifie la banalité du mal chez Hannah Arendt. Ces choses-là ont été dites et redites, donc je n'invente pas beaucoup, et c'est pourtant fondamental. Il faut s'expliquer sur cette expression, car sans doute s'agit-il d'un simple malentendu. Si l'opinion a retenu qu'elle ne reprochait pas tant à Eichmann d'être un monstre que d'être un homme banal, ordinaire. En fait, il faut remonter au vieux français ban, bon, pour entendre dans le mot banal la circonscription du seigneur local, au sein de laquelle les paysans ont obligation d'utiliser le four et les moulins du seigneur local. Il s'agit donc, avec le droit banal, d'un droit universel, quoique limité géographiquement, qui s'applique à tous à l'intérieur d'une zone géographique de pouvoir. L'expression de banalité du mal explique l'attitude de Eichmann, consistant à se retrancher sans cesse à l'abri de la loi qui s'impose à lui et se substitue à sa conscience individuelle, mais plus encore signifie, au-delà du mal qu'il y a à s'en remettre à la loi commune sans égard pour la portée éthique de la loi qu'on applique, qu'il s'agit là du mal lui-même, en tant que la personne s'abstentifie totalement derrière le système totalitaire. Alors, deuxième point. Ayant replacé le contexte dans lequel s'explique Hannah Arendt lorsqu'elle renvoie Eichmann à la banalité du mal, pouvons-nous tenter de dessiner les contours du concept d'éthique chez Ponce Pilate et chez Hannah Arendt? Chez Pilate, la condamnation de Jésus de Nazareth est mal assumée en raison de la conviction personnelle du procurateur de Judée. Cet homme n'aurait commis aucune faute qui justifie une condamnation. Cependant, il le condamne et il le fait crucifier. En quelque sorte, si la condamnation est mal assumée par Pilate, c'est qu'elle heurte sa conviction, son éthique personnelle. Et on l'a vu, Pilate tient à montrer son désaccord avec sa propre décision, à la fois par le lavement des mains et par l'écriture du titre de Jésus, le roi des Juifs, sur la croix du condamné. Pour autant, la réserve de Pilate demeure contenue à l'espace privé. S'il condamne personnellement la condamnation qu'il prononce publiquement, c'est que son regard éthique n'excède pas la sphère individuelle. Disons qu'il manifeste son éthique personnelle, l'éthique étant ramenée à la sphère privée. Il en est bien différemment avec Hannah Arendt qui conteste non tant la monstruosité de l'homme que son effrayante médiocrité et en fin de compte sa soumission inconditionnelle à la loi banale. Et là se trouve le mal, car l'homme et sa conscience disparaissent littéralement derrière la loi et sa prétendue universalité. Ce n'est dès lors plus une affaire privée, mais bien la dénonciation de la suprématie de la loi sur l'éthique, qui est affirmée par Hannah Arendt, et sa dénonciation, on a dit philosophique et non journalistique, mais qui s'étend en réalité à la sphère collective. L'éthique chez Hannah Arendt prend donc la forme d'une loi au-delà de toutes les lois, et c'est à ce point que se situe en fin de compte le scandale. Pilate et Arendt n'ont qu'une confiance limitée à l'égard de la loi, mais tandis que Pilate s'en remet à son éthique personnelle, pour n'assumer qu'à demi la condamnation qu'il profère, Arendt s'en remet à une éthique universelle, au-delà de toute loi, celle de l'homme qui dialogue avec sa propre conscience, mais aussi avec la conscience de l'homme dans toute son humanité, l'homme en général, l'homme universel.
Ce pas à franchir, de l'éthique personnelle à l'éthique universelle, celle des droits de l'homme notamment, c'est ce pas qu'au terme de 2000 ans d'histoire effectue Hannah Arendt. Merci, monsieur. Notre prochain intervenant sera Mme Aurore Régent. Pardon. On verra ça à la fin parce qu'on est très court, on a un timing qui est extrêmement serré. Posons peut-être. Oui, on peut peut-être. Oui, mais c'est un problème de temps, il faut rendre la salle à Allez, en 5 minutes. ça. En 5 minutes. Pour clarifier, s'il faut clarifier. Pour 5 minutes ou 3 minutes. ouais, 3 minutes, moi j'essaie. 4 minutes. Oui. Du coup, je ne sais pas si on est tout ça. Mais j'avais peut-être juste une question-remarque, mais déjà, je me demandais si, justement, dans le livre d'Arendt, Eichmann se compare lui-même à Pilate, en fait. Non. Ah, si. Oui, non, mais pas pour la même raison. Non, Oui, c'est sûr, mais ce que je veux vois. dire, c'est que. Et en fait, juste, Arendt, en fait, je me demandais jusqu'où la prise en compte de l'opinion sur le livre d'Arendt, dont elle disait que justement ça correspondait à une lecture, enfin à une non-lecture de son livre, parce que en fait, comment dire, elle dit pas, oui, parce que je reprends les notes que j'ai mis, mais en fait, le fait qu'elle est très très claire sur sa condamnation d'Eichmann et de sa responsabilité, et il me semble qu'elle n'emploie jamais le terme d'éthique, et que c'est justement, oui, mais justement, c'est pas du tout, elle ne dit pas qu'Eichmann est coupable parce qu'il a obéi à la loi, elle dit justement, elle essaye de montrer comment, dans le contexte du Troisième Reich, il y a eu un bouleversement total et une inversion de la morale, qui fait qu'il n'est pas responsable d'avoir obéi, il est responsable de ne pas avoir utilisé ses propres facultés de penser et de juger par lui-même. Et il me semble que ce n'est pas la même chose que de dire que c'est une conscience éthique, parce que justement, il me semble qu'il n'y a pas d'universalité au sens où comme elle dit, elle s'attache vraiment à penser l'événement dans sa singularité, et en l'occurrence, par rapport au Conseil juif, elle est aussi tout à fait, elle ne dit pas du tout que ils ont collaboré, d'abord elle parle de la coopération et elle pose la question, elle dit qu'il aurait effectivement été possible peut-être de ne rien faire, mais à aucun moment elle remet en cause, les conseils des personnes qui disaient ils étaient mis dans une situation dans laquelle de toute façon il n'y avait pas de bonne attitude possible. Donc il me semble qu'elle ne remet pas, à aucun moment elle ne condamne, elle ne condamne à aucun moment les conseils juifs, elle dit qu'au contraire, ils étaient placés dans une. Elle essaye de comprendre comment le système totalitaire, la perversité d'un système qui a réussi à intégrer les victimes, à leur donner un rôle en fait. Elle dit que devant ça, il n'y avait aucune bonne attitude possible, et que, mais elle condamne à aucun moment les conseils juifs. Et il me semble que justement dans responsabilité, les articles qu'elle a écrits après sur la responsabilité, sur Eichmann aussi, en fait, elle dit non, il était bien sûr qu'il est responsable parce que la politique c'est pas l'école maternelle et qu'en politique, obéir et soutenir une politique c'est la même chose. Donc c'est pour ça que je me demandais en fait comment, jusqu'où le fait de prendre comme point de départ une opinion qui est d'une certaine façon une opinion qui n'a pas vraiment lu le livre, peut tenir la comparaison avec Pilate jusqu'où en fait. Non, l'opinion, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, quand je parle d'opinion a priori, c'est l'opinion publique, c'est celle qui compte, finalement. Oui, mais qui n'a pas lu le livre. Qui n'a pas lu, qui ne connaît pas. Oui, mais de même que l'opinion a condamné Pilate sans bonne raison, elle condamne Hannah Arendt sans bonne raison, peut-être, mais c'est celle-là qui importe, après tout. Il me semble pas, moi, parce que par exemple, Arendt, justement, elle disait qu'elle voulait discuter qu'avec des gens qui avaient lu son livre. Pour moi, il ne suffit pas d'avoir raison, il suffit d'être compris, c'est ça. Mais bon, non, mais ça, c'est à la marge, Ce n'est pas le fond de votre questionnement. Le questionnement, c'est est-ce que les conseils juifs étaient